Les personnes qui parlent toutes seules ne sont pas fous. Ils dialoguent avec des parties de leur psyché que les autres ne voient pas. Carl Jung a découvert quelque chose de fascinant. Il a dit que parler tout seul à voix haute n'est pas un signe de folie. C'est souvent la preuve que tu es conscient de ce qui se passe dans ta tête. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te surprends régulièrement à parler seul, à te poser des questions à voix haute, à débattre avec toi-même. Et peut-être que tu t'es demandé si c'était normal. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce que Jung a découvert sur ce qu'il appelait le dialogue intérieur externalisé. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ont besoin de parler à voix haute pour penser. Quelles sont les 4 formes de monologue intérieur selon Jung? Et comment savoir si c'est normal ou si c'est un vrai problème? En 1922, un jeune homme de 24 ans entre dans le cabinet de Jung à Küsnacht. Étudiant en philosophie à l'université de Zurich, il vient consulter sur recommandation d'un professeur inquiet. Il s'assoit, visiblement embarrassé, presque honteux. « Dr Jung, je crois que je deviens fou. Je me parle tout seul, constamment, à voix haute, même en marchant dans la rue. » Jung observe le jeune homme calmement, sans trace de jugement dans son regard. Il lui a demandé « Que dis-tu exactement ?» Le jeune homme hésite, puis se lance. « Je me pose des questions. Je débat avec moi-même. Hier, en rentrant chez moi, je me suis surpris à argumenter à voix haute sur Kant et Schopenhauer. Les passants de rue me regardaient bizarrement. » Jung se penche légèrement en avant, unanimement intéressé, et lui demanda à nouveau « Et ces débats ? Comment se déroule-t-il? Y a-t-il différentes voix? » Oui, c'est exactement ça. C'est comme si plusieurs personnes discutaient dans ma tête et je leur donne une voix. L'une dit « Tu es stupide, tu n'as rien compris à ce cours. » Une autre répond « Non, attends, réfléchis encore. » Et une troisième intervient. « Calme-toi, reprends depuis le début. » Jung prend des notes avec une précision clinique. Il lui posa ensuite cette question. Ces voix ont-elles des tonalités distinctes, des personnalités? Le jeune homme s'anime soudain, comme soulagé de pouvoir enfin en parler. Absolument. La première est agressive, presque méprisante. Elle ressemble à mon père quand il me critiquait enfant. La deuxième est anxieuse, défensive, comme un enfant qui se justifie. La troisième est plus posée, rationnelle, presque paternelle, mais bienveillante. Jung pose son stylo et regarde le jeune homme directement. « Monsieur, vous n'êtes absolument pas fou. Vous faites ce que j'appelle l'imagination active de manière spontanée. Ces voix sont ce que je nomme des complexes autonomes. » Le patient fronce les sourcils, confus. « Des complexes, comme dans Complexe d'Œdipe ?» Jung dit « similaire mais différent. Un complexe est une constellation d'idées, d'émotions et de mémoires qui fonctionnent comme une sous-personnalité dans votre psyché. La plupart des gens ne les perçoivent que vaguement. Vous dialoguez consciemment avec eux. » Jung se lève et marche vers sa bibliothèque. La voix critique que vous décrivez, c'est votre surmoi. L'autorité parentale internalisée. La voix anxieuse, c'est votre enfant intérieur, la part vulnérable. Et la voix sage, c'est ce que j'appelle le soi. Votre centre psychique intégrateur qui cherche à harmoniser les autres parts. Le jeune homme posa de nouveau une question. « Vous voulez dire que tout le monde a ses voix ?» Jung répond « Oui, mais tout le monde ne les entend pas aussi clairement. Et très peu ont le courage de les laisser s'exprimer à voix haute. Ce que vous faites n'est pas pathologique. C'est potentiellement thérapeutique. Thérapeutique, mais les gens pensent que je suis bizarre. » Jung sourit légèrement. Les gens ont toujours pensé que ceux qui voient plus profondément ou par le seuil sont bizarres. Vous externalisez un processus que les autres gardent caché dans l'inconscient. Cela peut vous sembler étrange, mais c'est en réalité un signe de sophistication psychologique. Le jeune homme reste silencieux un long moment, intégrant ces mots, avant de poser une nouvelle question. « Donc, je ne suis pas en train de perdre la raison ? Non. Vous êtes en train de la trouver, justement. Le problème n'est pas que vous parliez seul. Le problème serait si vous perdiez conscience que ces voix sont des parts de vous-même. »
Ce cas a profondément marqué Jung. Il a continué à suivre ce jeune homme pendant 3 ans. Le patient est devenu un philosophe reconnu, spécialisé dans la phénoménologie de la conscience. Il attribuera toujours à Jung de l'avoir aidé à transformer ce qu'il croyait être une malédiction en un outil de compréhension profonde. Durant toutes ces années, Jung a étudié systématiquement le phénomène du dialogue intérieur externalisé. Ce qu'il va découvrir va révolutionner la compréhension de la multiplicité psychique. Chers spectateurs, c'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet. Ce qui va suivre va te faire comprendre en profondeur pourquoi tu parles seul et pourquoi c'est peut-être le signe d'une intelligence que tu ne soupçonnais pas. Si tu veux continuer à explorer ces territoires cachés de la psyché avec moi, abonne-toi maintenant, parce que très peu de chaînes parlent de Jung avec ce niveau de profondeur. Maintenant, plongeons dans les 7 révélations de Jung concernant ceux qui parlent seuls. Révélation 1. Le soi n'est pas une unité, c'est une multiplicité. Jung développe une théorie radicale pour son époque. Le « je » n'est pas une entité unique et cohérente. C'est une constellation de sous-personnalités, de complexes et de voix intérieures. Jung écrit dans « Dialectique du moi et de l'inconscient ». La psyché n'est pas un monolithe. C'est un parlement intérieur où différentes voix débattent constamment. La santé mentale n'est pas l'absence de voix multiples, c'est leur intégration harmonieuse. Quand tu parles seul, tu donnes une voix audible à ce parlement intérieur. Jung observe que les jeunes hommes qui parlent seuls ont souvent une intelligence verbale élevée, une capacité d'introspection développée, un besoin de clarifier leurs pensées par l'externalisation, une relation plus consciente avec leur monde intérieur. Souvent une enfance où ils ont passé beaucoup de temps seuls, Jung a écrit « Parler seul n'est pas une régression vers l'enfance. C'est une sophistication de la pensée qui nécessite l'audition de soi-même. » Mais dans la révélation 2, Jung découvre quelque chose de plus troublant. Il catégorise le dialogue intérieur en 4 formes distinctes. Forme 1, le monologue fonctionnel. C'est le dialogue pratique, orienté tâche. Ce sont des personnes qui se parlent constamment pour organiser leur journée. Bon, je dois faire ça, puis ça, puis ça. Où ai-je mis mes clés? Ah oui, sur la table. Jung écrit que c'est la forme la plus basique. La pensée utilise le langage audible comme outil de mémoire de travail et d'organisation. Le jeune patient de 1922 faisait ça en révisant « Kant dit X, mais Schopenhauer répond Y ». Donc, je dois, forme 2, le monologue autorégulateur. C'est le dialogue d'encouragement ou de correction. Allez, tu peux le faire. Calme-toi, respire. Pourquoi tu as fait ça, idiot? Jung dit que c'est la fonction parentale internalisée qui devient audible. L'homme s'apparente à voix haute. Le jeune patient faisait ça avant ses examens. Tu te prépares depuis des mois. Tu connais la matière, alors respire. Forme 3, le dialogue dialectique. C'est le débat interne entre différentes parties de ton soi. Ce sont des personnes qui se retrouvent face à des choix difficiles et qui débattent à voix haute avec elles-mêmes. Une voix dit « Je devrais vraiment partir de cette relation ». L'autre réplique « Mais je ne peux pas les abandonner maintenant ». Le troisième intervient « Arrête, tu te sacrifies toujours, c'est ça ton problème ». C'est ainsi de suite que ce dialogue devient un cercle infernal. Jung écrit quelque chose de fascinant. Il déclare que c'est la forme la plus sophistiquée de dialogue intérieur. Plusieurs complexes autonomes dialoguent pour atteindre une synthèse. C'est l'imagination active, spontanée, que c'est exactement ce qu'il cherche à enseigner comme technique thérapeutique. Forme 4, le monologue dissociatif. C'est le dialogue où une part de toi parle à une autre part comme si c'était une entité complètement séparée. Il existe des personnes qui, à certains moments, surtout quand elles sont seules, entendent des voix dans leur tête. Et ce qui est troublant, c'est que ces voix ne se reconnaissent pas comme faisant partie d'elles-mêmes. Un dialogue qui ressemble à une dispute. Tu es nul. Qui me parle? Tu ne mérites rien. Mais qui êtes-vous?
Je suis là depuis toujours, tu le sais. Non, vous n'êtes pas moi. Attention, Jung met en garde très clairement. Cette forme peut indiquer une fragmentation pathologique si les voix deviennent complètement autonomes et non reconnues comme partie du soi. Voici la différence cruciale avec les 3 autres formes. Dans les formes 1, 2 et 3, tu sais que c'est toi qui parles à toi. Dans la forme 4, tu n'es plus sûr. Les voix semblent étrangères. Elles ont leur propre volonté. Tu ne les contrôles plus. Le jeune patient de 1922 n'était jamais allé dans cette zone. Il reconnaissait toujours ces voix comme des parts de lui-même. Jung précise, cette forme peut être soit pathologique, un signe de dissociation qui nécessite une aide professionnelle, soit chamanique, un état modifié de conscience maîtrisé consciemment dans certaines traditions spirituelles. Si tu vis cette forme de dialogue et que tu ne peux pas l'arrêter volontairement, consulte un professionnel immédiatement. Mais un problème se pose maintenant. Je sais très bien que tu t'es déjà reconnu dans une de ces 4 formes de dialogue que Jung a catégorisées. Mais qu'est-ce qui te prouve exactement que tu es réellement une personne qui incarne ces traits? Et si c'était autre chose qui t'arrivait, comment être sûr que c'est sain et pas problématique? C'est très simple. Pour que tu puisses t'assurer que ton dialogue intérieur est normal, Jung va maintenant identifier les véritables traits psychologiques qui caractérisent ce type de personne. Qui sont vraiment les parleurs solitaires selon Jung? Jung a identifié 5 traits psychologiques précis. Si tu en reconnais au moins 3 en toi, tu fais probablement partie de ce profil. Trait 1. L'intelligence verbale élevée. Ces personnes ont un QI verbal supérieur à la moyenne. Jung écrit que les hommes qui parlent seuls pensent en mots, en arguments, en débats internes sophistiqués. Leur intelligence se manifeste à travers le langage. Le patient de 1922 avait exactement ce profil. Étudiant brillant, lecteur vorace, capable de discuter philosophie pendant des heures. Si tu penses naturellement en phrases complètes plutôt qu'en images floues, c'est toi. Trait 2. L'introversion dominante avec fonction pensée. Ces personnes ont un monde intérieur riche et complexe. Jung observe et déclare que les introvertis avec fonction pensée dominante ont besoin d'externaliser leur processus logique. Parler seul est leur laboratoire de raisonnement. Ils testent leurs idées à voix haute avant de les partager. Si tu préfères passer du temps seul à réfléchir plutôt qu'à socialiser et que tu analyses tout constamment, c'est probablement toi. Trait 3. La tendance à la métacognition. Ces personnes pensent sur leurs propres pensées. Jung dit qu'ils pensent sur leurs pensées. Ils dissèquent leurs propres arguments. Ils observent leur propre esprit en action. Le dialogue audible est une externalisation de cette auto-analyse. En clair, tu ne penses pas juste. Tu observes comment tu penses. Tu analyses ton propre processus mental. Tu te dis « Pourquoi j'ai pensé ça? D'où vient cette idée? Est-ce que mon raisonnement est logique ?» Si tu fais ça régulièrement, c'est toi. Trait 4. L'enfant intellectuellement précoce, mais socialement isolé. Ces personnes étaient souvent des enfants vieux pour leur âge. Jung documente et découvre que beaucoup étaient des enfants qui préféraient les livres aux jeux, les conversations d'adultes aux jeux de récréation. Parler seul était une façon de compenser le manque d'interlocuteurs à leur niveau intellectuel. Si tu te souviens avoir été différent, enfant, plus mature intellectuellement, mais plus isolé socialement, c'est probablement toi. Trait 5. Le besoin de clarification par l'audition. Ces personnes ne peuvent pas penser clairement sans entendre. Jung écrit que certains cerveaux sont particulièrement auditifs. Ils ne peuvent pas penser clairement sans entendre leur propre voix. La vocalisation active des circuits neurologiques qui facilitent la logique et la compréhension. En d'autres termes, lire en silence ne suffit pas. Étudier en silence ne suffit pas. Tu dois entendre pour comprendre vraiment. Si tu as toujours eu besoin de lire à voix haute pour mémoriser ou de te répéter les choses à voix haute pour les comprendre, c'est toi.
Alors, combien de ces traits reconnais-tu en toi? Si tu en as au moins 3, félicitations. Tu fais partie des parleurs solitaires que Jung considérait comme ayant une psyché particulièrement sophistiquée. Attendez, on a un problème maintenant. Tout ce qu'on vient de voir est fascinant. Tu as probablement identifié ton profil. Tu comprends mieux ce qui se passe dans ta tête quand tu entends ces voix multiples. Mais voici la question la plus importante, celle qui peut tout changer. Quelle voix écouter et quelle voix ignorer? Parce que si tu écoutes la mauvaise voix, tu peux te détruire. Si tu ignores la bonne, tu passes à côté de ton individuation. Jung le savait. C'est exactement pour ça qu'il a établi des critères clairs et précis pour distinguer le dialogue intérieur sain de la dissociation pathologique. Il a affiné ces critères pendant 3 ans en suivant son jeune patient philosophe. Et ce qu'il a découvert peut littéralement te sauver d'une spirale destructrice. Voici les critères de Jung. Écoute bien et sois honnête avec toi-même. D'abord, les signes d'un dialogue intérieur sain. Signe numéro 1. Tu reconnais que toutes les voix sont des parts de toi. Tu sais que c'est ton cerveau qui génère ces voix. Même si elles semblent différentes, tu gardes conscience que c'est toi qui dialogues avec toi-même. Signe numéro 2. Tu peux arrêter le dialogue volontairement. Si quelqu'un entre dans la pièce, tu peux te taire instantanément. Si tu décides d'arrêter, tu arrêtes. Ce qui veut dire que tu as le contrôle. Signe numéro 3. Le dialogue mène à une clarification ou une décision. Après avoir parlé seul, tu as compris quelque chose. Tu as pris une décision. Tu as résolu un problème. Le dialogue a une fonction productive. Signe numéro 4. Les voix sont cohérentes avec ta personnalité. Les voix ressemblent à des versions de toi, plus critiques, plus sages, plus anxieuses. Mais c'est toujours toi, rien d'étranger. Signe numéro 5. Tu ne te sens pas contrôlé par les voix. Les voix sont des outils que tu utilises pour penser. Elles ne te commandent pas, elles ne te menacent pas. Tu restes le chef d'orchestre. Jung note sur son jeune patient qu'il pouvait toujours dire avec certitude « C'est moi qui dialogue avec moi-même et jamais des voix me parlent ». Si tu reconnais ces 5 signes, ton dialogue intérieur est sain. C'est un outil d'intelligence, pas un symptôme. Maintenant, voici les signaux d'alerte, ceux qui indiquent que c'est pas toi. Je ne te conseille en aucun cas de faire ce qu'ils disent. Signal d'alarme. Numéro 1. Ce sont des voix qui semblent totalement étrangères à toi. Elles ne ressemblent pas à des parts de toi. Elles ont leur propre personnalité, complètement séparée. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta tête. Signal d'alarme numéro 2. Tu ne peux pas l'arrêter même si tu veux. Tu essaies de te taire, mais les voix continuent. Tu essaies de les ignorer, mais elles persistent. Là, tu n'as plus le contrôle. Signal d'alarme. Numéro 3. Elles te commandent ou te menacent. Les voix te donnent des ordres. Elles te critiquent violemment. Elles te menacent. Elles ne sont plus des outils. Elles sont devenues des tyrans. Signal d'alarme numéro 4. Tu perds du temps ou de la mémoire pendant les dialogues. Tu te retrouves à un endroit sans te souvenir comment tu y es arrivé. Tu perds des heures sans savoir ce qui s'est passé. Il y a des trous dans ta mémoire. Signal d'alarme. Numéro 5. Ces voix connaissent des choses que tu ne sais pas consciemment. Les voix révèlent des informations que tu n'as jamais apprises. Elles parlent de choses dont tu n'as aucun souvenir. C'est comme si elles avaient une vie indépendante de la tienne. Jung met en garde très clairement. Dans la fragmentation pathologique, tu n'es plus l'acteur de ton dialogue intérieur. Tu deviens spectateur de voix qui te contrôlent. Tu ne les utilises plus, elles t'utilisent. Si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces 5 signaux d'alarme, consulte un professionnel immédiatement. Ce n'est plus du dialogue intérieur sain. Jung a développé un test simple que tu peux faire dès maintenant. La prochaine fois que tu parles seul, arrête-toi une seconde et pose-toi cette question. Qui parle et qui écoute? Écoute bien ta réponse intérieure. Si tu réponds « c'est moi qui parle à moi », c'est sain. Continue, c'est un outil d'intelligence. Mais si tu réponds
« je ne sais pas qui parle » ou « quelqu'un d'autre parle », c'est un signal d'alarme. Consulte un professionnel maintenant. Le jeune philosophe de 1922 pouvait toujours répondre avec certitude à la première option. Il reconnaissait toujours ses voix comme des parts de lui-même. C'est exactement pour ça que Jung a pu travailler avec lui de manière thérapeutique, en transformant son dialogue intérieur spontané en imagination active, consciente. Alors, quelle est ta réponse? Avant que tu finisses de regarder cette vidéo, dis-moi en commentaire ces 3 choses. Premièrement, quel est ton profil de parleur solitaire? Deuxièmement, quelle forme de dialogue tu utilises le plus? Troisièmement, quelle est ta réponse au test de Jung? C'est moi qui parle à moi ou je ne sais pas qui parle? Écris ça en commentaire. Ça m'aide à comprendre qui tu es vraiment et ça t'aide à conscientiser ton propre processus. Parce que nommer, c'est déjà commencer à intégrer. Le jeune philosophe de 1922 a complètement transformé sa pathologie en génie. 3 ans après sa première consultation, il a soutenu une thèse révolutionnaire sur les dialogues intérieurs comme méthode phénoménologique. Sa thèse était directement inspirée de son travail avec Jung. Il a appris à dialoguer consciemment avec ses voix intérieures, non pas comme symptômes, mais comme méthode. En 1935, il est devenu professeur de philosophie. Ses étudiants se souviennent de lui comme quelqu'un qui pensait à voix haute pendant ses cours, transformant ses monologues intérieurs en pédagogie vivante. Jung a écrit dans une lettre en 1940 « Ce jeune homme a prouvé ce que je pressentais, que parler seul, loin d'être une pathologie, peut être la marque d'une psyché sophistiquée qui refuse de vivre dans l'inconscience. Si tu désires aller encore plus loin, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.